La deuxième concerne un nouveau dispositif qui est proposé par l'État, le contrat national de relance du logement, et qui, pour permettre son application par les communes, nécessite l'adoption par Toulouse Métropole d'une convention avec l'État. Il s'agit, selon cette convention, de répondre aux besoins de logement des Français. Pardon, merci madame. L'État a annoncé qu'il accompagnait la relance de la construction durable à travers un dispositif de contractualisation sur les territoires caractérisé par une tension du marché immobilier. Ce contrat marque donc l'engagement des signataires dans l'atteinte d'objectifs ambitieux de production de logements neufs au regard des besoins identifiés dans leur territoire. Il s'inscrit pour nous dans la continuité du pacte pour la relance de la construction durable signé en novembre 2020 par le ministère du Logement et les associations de collectivités, et de l'aide à la relance de la construction durable qui a accompagné les communes dans leur effort de construction pour la période d'août 20 à 21. Dans ce cadre, donc, nous vous proposons d'envisager la signature d'une convention entre l'État, Toulouse Métropole et les communes pour pouvoir, en cohérence avec les objectifs de production de logements qui sont inscrits ou qui étaient inscrits dans le POA, donc c'était le nouveau PLH, mais que nous avons repris, rappelez-vous, par le pacte métropolitain de l'habitat, afin que les communes qui remplissent les conditions puissent bénéficier d'une aide de 1 500 € par logement sur la base donc des autorisations de construire portant des opérations d'au moins 2 logements et d'une densité minimale de 0,8 selon des critères et des conditions qui sont fixés par l'État dans le cadre de ce dispositif. Le montant définitif de cette aide, calculé et versé à échéance du contrat, sera déterminé sur la base des autorisations d'urbanisme effectivement délivrées entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 pour les logements éligibles aux critères de densité que je viens d'indiquer. Et donc toutes les communes se sont vues adresser le document afin, le cas échéant, de pouvoir s'inscrire dans ce dispositif et bénéficier des aides contractualisées si nous votons cette délibération. Voilà, alors tout d'abord, je voudrais évoquer la propension de certains et certaines présidentes de commissions et vice-présidents et présidentes à transformer ces commissions en chambres d'enregistrement où l'opposition se devrait de limiter ses questions. Cela pose un vrai problème démocratique. Encore le 9 mars, en commission Habitat-Logement, j'ai subi une énorme pression pour limiter la quantité de mes questions. À plusieurs reprises, la présidente m'a fait savoir qu'elle n'acceptait plus que j'intervienne. Il n'est pas acceptable que tout soit fait pour limiter les questions et les interventions de l'opposition. C'est justement à la majorité de calibrer la durée prévisionnelle des commissions afin qu'elles permettent à tous de poser toutes leurs questions. La majorité a choisi de ne faire que 4 à 6 conseils par an, là où d'autres EPCI se réunissent quasiment tous les mois. Nous invitons donc la majorité, si elle souhaite que les réunions des commissions ne soient pas trop longues, à en organiser davantage. À défaut, il faudra prévoir des temps de commission plus compatibles avec un véritable débat contradictoire. Par ailleurs, il n'est pas non plus admissible que des informations complémentaires aux délibérations, demandées en commission, promises et redemandées par mail, ne soient pas transmises aux élus avant le conseil métropolitain ou que la réponse ne corresponde pas à la question posée. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous prononcer sur cette délibération en l'absence des éléments que nous avons souhaité vérifier. Nous nous abstiendrons donc. Et pour revenir au fond de la délibération, nous notons que par ce dispositif, le gouvernement a voulu soutenir les territoires où les besoins en logement sont accrus, tout en ciblant des projets économes en foncier. Celui-ci est censé s'inscrire dans une vision de transition écologique. Alors que, concernant le montant de l'aide, qui est établi au regard de l'objectif de production de logements, il est indiqué qu'il se fait sur la base des autorisations de construire, portant sur des opérations d'au moins 2 logements, d'une densité minimale de 0,8, en termes de surface de plancher de logement divisé par la surface du terrain, et d'un montant de 1 500 € par logement. Cette formulation est surprenante, alors même qu'on se trouve dans le cadre du CRTE, donc porteur d'engagement en matière d'écologie et d'artificialisation des sols. Or, il y a différentes manières de répondre à l'enjeu d'une densité minimale de 0,8. On peut faire du logement sur un seul niveau, avec une occupation de 80% du terrain, ou on peut faire 2 étages et occuper 40% du terrain. Vous conviendrez que l'impact écologique n'étant pas le même dans les 2 cas. Une nouvelle fois, cela démontre l'importance de prévoir dans notre futur PLUiH
des critères évitant de faire passer certains objectifs de densité pour des critères écologiques. Je vous remercie. Madame Morin, bon, vous avez évidemment démarré votre propos par votre appréciation de la tenue de notre dernière ou autre d'ailleurs commission. Je trouve que, et je vous l'avais dit d'ailleurs lors de la commission, c'est un peu exagéré quand vous dites il y a un manque de démocratie au sein de notre commission. Bon, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, les enjeux démocratiques, en effet, ils sont importants et je ne crois pas qu'au sein de notre commission Habitat, en effet, il y ait des grands enjeux démocratiques au sens des valeurs que porte ce terme. Nous passons, et nous avons par exemple passé pour informer nos collègues, nous avons passé plus de 2 heures lors de la dernière commission pour 2 points à l'ordre du jour, rappelons-nous, et nous avons inscrit à l'ordre du jour d'ailleurs aussi des sujets d'information que certains avaient appelés de vos voeux, qui ont été longuement travaillés par les services. Vous conviendrez que les 2 points qui sont ici portés à l'ordre du jour, pour l'un, concernent une délibération très technique qu'on voit d'année en année, et pour l'autre, en effet, un dispositif dont nous avons pu largement discuter. Et ça ne peut pas être non plus une chambre d'enregistrement puisqu'il n'y a pas de vote finalement, donc c'est un terme inapproprié. Le vote, il se fait ici. Donc la commission, en l'espèce, ne peut pas être, comme vous dites, et je reprends vos termes, me paraît-il, une chambre d'enregistrement, puisqu'une chambre d'enregistrement voudrait dire qu'on vous fait voter sans que le débat ait pu se structurer. Or, nous débattons largement. Après la commission, vous envoyez en effet un certain nombre de demandes auxquelles les services tentent de répondre au regard de leur capacité et des éléments que vous demandez lorsqu'on peut vous les envoyer. Donc, bon, là-dessus, évidemment, je serai un peu plus réservé que vos termes un peu définitifs. Et je crois au contraire que nous avons vraiment l'intention et dans la réalité l'objectif de faire travailler cette commission, d'élargir au contraire les sujets qui sont présentés en dehors même des points à l'ordre du jour. C'est un format que nous avons posé avec Madame la Présidente de la Commission et l'ensemble des élus du bureau de la Commission pour essayer justement à chacune des commissions d'ouvrir sur des sujets d'intérêt généraux, mais qui ne font pas par ailleurs l'objet de délibération. Au contraire, pour poursuivre un débat qui sinon se cantonnerait aux seules délibérations présentées et restreindrait les sujets qui y sont traités. Donc on a, je crois, au contraire, véritablement la volonté politique de pouvoir permettre ces échanges, et je pense que l'ensemble des élus qui y participent pourront témoigner que vous avez un temps de parole dédié, quasiment maintenant personnalisé, largement supérieur à tous les autres membres, sauf moi, qui parle beaucoup aussi, je l'avoue, et qui peut, en effet, comme vous, tenir un certain nombre de minutes, d'heures, s'il le faut. Voilà. Donc, bon, on peut aussi jouer ce temps-là, mais en tout cas, en dehors de tout humour, très sincèrement, je pense que le dialogue, il est permanent au sein de cette commission et je veux remercier à la fois les services, les élus et la présidente de la commission pour tout le travail aussi, disons-le, de préparation que cela suppose. Sur le fond, Madame Morin, je ne reviens pas sur vos interventions, on en a souvent parlé et finalement à chaque délibération qui sont présentées, c'est l'occasion pour nous
réciproquement, vous comme moi, de rappeler nos lignes un petit peu de frontières politiques sur l'équilibre entre le logement social, le logement privé, le PLAI et les autres formes de logement social. Bon, je crois que très sincèrement, et j'ai apporté là aussi, parce que je me suis fait sortir les éléments des autres grandes métropoles, notamment sur les PLAI. Très sincèrement, et je ne manquerai pas de vous envoyer le document, sinon vous ne manquerez pas de me le demander, on voit sur l'ensemble des métropoles que Toulouse Métropole se situe à la 2e place de l'ensemble des métropoles de France en termes d'équilibre de production de PLAI. Donc je crois qu'on n'a pas franchement là-dessus à rougir de ces chiffres, et je ne veux pas faire l'affront à nos collègues des autres métropoles de citer les chiffres. Bon, ce serait évidemment inapproprié et désobligeant pour certaines. Donc, bon, voilà, on a une politique à la fois volontariste, à la fois ambitieuse, portée, je veux le dire, par l'ensemble des élus de cette métropole, des élus des territoires, des maires des communes, traduite dès que ce PLUIH a été annulé par un pacte qui nous a tous liés, porté également par un grand nombre d'interventions, de réunions qui sont actuellement à l'œuvre, portées avec mes collègues Annette Legnaud, Dominique Fouché et d'autres, pour actionner tous les leviers et démontrer, en embarquant aussi à la fois l'ensemble des bailleurs sociaux. J'associe à ces propos notre collègue Bertrand Serpe pour Toulouse Métropole Habitat, qui joue un rôle quand même extrêmement important dans ce dossier, les autres bailleurs sociaux du territoire, y compris aussi les acteurs du logement privé, qui sont, sur lesquels il nous faut pouvoir nous appuyer aussi, dans cet équilibre à la fois de territoire, mais cette volonté politique très forte pour, dans un contexte difficile, permettre d'apporter des réponses à l'ensemble de nos concitoyens, dont vous avez raison, ils sont nombreux en effet à vouloir entrer dans le logement social. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, j'ai été extrêmement longue, j'en prends conscience en regardant le chrono, mais il me semble que ce point était nécessaire. Oui, Madame, merci pour toutes ces réponses. Quelques petites remarques néanmoins. Sur la question de l'enjeu démocratique, c'est pourtant, me semble-t-il, assez clair. Soit vous limitez le nombre de questions, et à ce moment-là, ce n'est pas démocratique, soit vous ne limitez pas le temps de questions. Donc je vous invite vraiment à cadrer le nombre de commissions et leur durée en fonction des besoins d'expression. Et permettez-moi de dire que ce n'est pas parce que les autres conseillers ne s'expriment pas que ça doit limiter mon temps d'expression, d'autant plus que je me permets de rappeler que la majorité a, me semble-t-il, des réunions de pré-commission où ils ont effectivement toute occasion de poser des questions. Alors, à moins de nous inviter à ces pré-commissions, ou alors peut-être que je me trompe, vous me le précisez, laissez-nous le temps de nous exprimer de façon à permettre effectivement ce débat contradictoire. Vous dites que nous ne votons pas. Nous ne votons pas, mais nous donnons des avis favorables ou défavorables sur les délibérations. Donc là aussi, permettez-moi de pouvoir m'exprimer en connaissance de cause et de pouvoir donner un avis éclairé. Je précise aussi que sur la dernière commission, vous nous dites qu'il y avait 2 délibérations. Alors d'abord, c'était 2 délibérations qui sont extrêmement importantes puisqu'elles cadrent notre politique du logement pour les futures années. Et puis par ailleurs, je me permets de vous rappeler qu'il y avait aussi la présentation du bilan du relogement du NPNRU. Et qu'à cette occasion, là aussi, vous avez refusé de fait de nous fournir tous les éléments que nous demandions de façon à pouvoir apprécier cette politique. Donc je vous avoue que c'est un petit peu fatigant de devoir régulièrement demander d'avoir les moyens finalement d'exercer notre mandat et de le faire en toute connaissance de cause. Et après, vous évoquiez les métropoles. Ce que j'avais posé, ce n'était pas les performances des métropoles sur les PLAI, c'était la question démocratique. Et effectivement, sur les PLAI, on est bien passé de 30 à 40%
de la part des 35% de logements sociaux, ce qui de fait 12% à rapporter aux 75%. Et là-dessus, vous pouvez me mettre en avant toutes les difficultés du monde. Il n'empêche que ce sont des choix politiques que vous faites et que ces choix politiques sont en défaveur des classes les plus laborieuses dans cette ville et dans cette métropole. Voilà. Et pour construire en ville, commençons par supprimer la clause des dents creuses, des endroits où on ne construit pas de logement social quand il y a moins de 2000 mètres carrés. Voilà. Et puis pour les services, moi je suis bien consciente qu'ils font bien souvent ce qu'ils peuvent et ce qu'on leur permet de faire. Donc je vous invite là aussi à donner les moyens aux agents de travailler dans des conditions sereines et de pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Je vous remercie d'avance. Karine Traval-Michelet. Oui, d'un mot pour ne pas alourdir et lasser nos collègues. Vous avez raison, Madame Morin, à l'avenir, je vais demander à la présidente, en effet, de cadrer les temps de parole. Je pense que ce sera nécessaire afin que chacun puisse s'exprimer, parce que on ne peut pas entrer dans un dialogue perpétuel, vous et moi, sans laisser s'exprimer l'ensemble de nos autres collègues qui s'en sont pleins à mon égard, et je m'en excuse auprès d'eux. Donc, en effet, je vais cadrer et je vais demander à Madame la Présidente de cadrer un petit peu les temps de parole et de finalement poser des ordres du jour qui nous permettent, dans un délai de 2 à 3 heures, qui est déjà un temps important pour les commissions, de nous entendre. Un point juste de précision, le bureau de la commission se réunit, il est posé dans nos documents, et dont vous en connaissez la composition, uniquement pour l'ordre du jour et pour poser l'ordre du jour, pour préparer l'ordre du jour, mais pas le fond des délibérations, bien sûr. Donc il n'y a pas de commission avant la commission. Voilà, donc sur tous les autres éléments, en effet, nous avons des discussions, des dialogues, des demandes de documents. Moi aussi, je vous ai demandé très officiellement un certain nombre d'éléments et je vous remercie de bien vouloir me répondre. Je n'ai toujours pas eu votre réponse d'ailleurs. Je sais que les services vous ont répondu, peut-être partiellement jusqu'à maintenant, mais on fait tout notre possible au regard des éléments que nous avons et qui sont communicables. Donc, nous reprendrons tous ces éléments lors de notre prochaine commission pour être très clair sur l'ensemble de ces sujets. Et vous savez, pour en terminer d'un mot sur les secteurs à pourcentage de logement et le déclenchement des logements sociaux à hauteur de 2000 m², c'est vrai que c'est un sujet sur lequel nous allons retravailler. Vous avez raison, je partage avec vous cela pour le prochain document d'urbanisme. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Bien, merci. Sans vouloir rallonger un débat qui a été un petit peu long, mais qui, je crois, porte sur des choses tellement essentielles que ça valait la peine de s'y arrêter. Je voulais rappeler quelle était l'orientation de la collectivité depuis plusieurs années maintenant sur une des solutions proposées par les deux groupes de la minorité, à savoir l'encadrement des loyers. Vous avez sur ce sujet, chers collègues, une position de principe depuis toujours, et j'ai envie de dire, quelle que soit la conjoncture. Pour la première fois, en 2019, nous avons voulu objectiver cette question, sortir des débats de posture et regarder sur le fond les critères que la loi de la République a prévus pour ce dispositif-là. Un travail a eu lieu, il a duré plusieurs mois, il a été ouvert à des professionnels, à des associatifs, à des bailleurs sociaux. Et il a abouti à une ligne de conduite qui a été communiquée, comme l'a dit Karine Traval-Michelet, en 2019. Pour être très précis, je crois que c'était le 18 décembre 2019. Et ce jour-là, nous avons dit, effectivement, que les trois conditions, nous avons constaté, chiffres à l'appui, que les trois conditions posées par la loi n'étaient pas réunies. Aucune des trois. On aurait pu réunir un critère sur 3 ou 2 critères sur 3. Aucun des 3 critères prévus par la loi pour
lancer l'encadrement des loyers ici n'étaient réunis. Par contre, ce que nous avons dit et écrit ce jour-là, et que Karine Trala-Michelet finalement a rappelé en substance, c'est que notre position à nous n'est pas une position de principe, n'est pas une position idéologique, et que nous allions continuer à observer l'évolution des choses au regard de ces critères pour, effectivement, si jamais il y avait un renversement de tendance, se poser la question. Et donc, c'est ce que nous faisons. De manière régulière, nous regardons, et je tiens à ce que ça soit fait en tant que président de cette Assemblée, nous regardons l'évolution des 3 critères, et effectivement, si à un moment nous nous trouvons dans une situation qui réunit les 3 critères, il n'y a pas de raison de s'interdire quoi que ce soit dans la mesure où la position qui est la nôtre là-dessus est une position pragmatique. Voilà, je tenais à le dire pour que les choses soient claires quant à la position de l'ensemble de l'exécutif. Deuxième, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté. Donc,